Le verre de champagne était encore froid dans ma main quand j'ai lu le commentaire. La moitié est à moi. Légalement. Il était là, audacieux et suffisant, sous la photo qu'elle avait postée depuis notre terrasse. Celle avec la vue sur la ligne d'horizon. Le logo de mon entreprise flou juste assez pour ressembler à un coup de génie plutôt qu'à un procès. C'était censé être une célébration. L'introduction en bourse avait été lancée à 9h30. À 9h42, elle avait déjà dépassé les prévisions. À l'heure du déjeuner, les journalistes me qualifiaient de discret homme fusée de la technologie logistique. Cet après-midi-là, Forbes publiait sa couverture. Mon visage, notre nom, la valorisation, 2,4 milliards de dollars. J'avais construit cela à partir d'un entrepôt. Pas de financement, pas de presse, juste 22 ans sans jamais demander d'applaudissements. Et la voilà, tenant une flûte de mon champagne de réserve avec ses ongles fraîchement faits, postant « Je ne pourrais pas être plus fier », comme si elle avait jamais passé une nuit à emballer des commandes dans cette boîte de béton glacé sans chauffage. Lors du dîner ce soir-là, elle rit trop fort, se pencha vers un cercle de ses nouvelles amies, toutes chirurgicalement filtrées et liées à des avocats, et plaisanta, une fois que la série D sera bouclée, j'achète cette île à Saint-Vincent. Je l'ai bien mérité. C'était sa nouvelle phrase préférée, je l'ai bien mérité. Amusant de constater qu'elle ne disait jamais cela quand je mangeais des haricots rouges à l'arrière d'un camion parce que nous ne pouvions pas payer le loyer. Elle ne postait pas de selfies à l'époque. Elle ne souriait pas de notre partenariat quand je dormais au bureau avec un 9 mm sous le bureau parce que quelqu'un avait cambriolé la semaine précédente. Mais maintenant j'étais un prix, une vedette, une source d'envie. Elle paradait comme un cours de bourse ambulant avec des talons et un surligneur. Puis vint le poste qui brisa quelque chose en moi. Elle se tenait sur le balcon en marbre, celui que j'avais fait installer après avoir conclu notre premier contrat avec un fournisseur international. Le verre à la main, les hanches inclinées vers le coucher du soleil, ce sourire en coin scintillant de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. La légende disait, construit à partir de rien. La moitié est à moi. Légalement. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai même pas dit que je l'avais vu. Je l'ai juste regardé longtemps. Pas par colère. Pas de tristesse non plus. Quelque chose d'autre. Quelque chose de calme et de calculateur. Comme regarder un renard entrer dans un piège qu'il ne sait pas que vous avez construit. La fierté tranquille s'est transformée en une alarme silencieuse. Au fait, si vous écoutez encore et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Plus de 90% des gens se contentent de regarder et de faire défiler. Mais si vous appuyez sur ce bouton d'abonnement, cela motive vraiment notre équipe à continuer de construire ces histoires. Quoi qu'il en soit, après avoir posté ça, elle est entrée dans la chambre et m'a embrassé la joue comme si rien n'avait changé. Comme si son investissement numérique dans mon empire n'était qu'une coquetterie. Elle feuilletait des catalogues immobiliers sur sa tablette en fredonnant une chanson qu'elle détestait autrefois. Je l'ai regardée depuis l'embrasure de la porte. Elle encerclait des annonces au cachemire. Et pour une femme qui m'avait jadis aidé à nettoyer de la graisse de moteur sur des reçus dans le garage, elle ne semblait plus se soucier d'où venait l'argent, seulement qu'il coulait sans interruption. Mais voici ce qu'elle ignorait. Elle pensait qu'elle jouait à la maison avec le PDG. Elle ne réalisait pas que l'homme qu'elle avait épousé n'avait jamais vraiment travaillé pour l'entreprise parce que l'homme qu'elle avait épousé n'avait pas besoin de salaire. Il avait écrit les plans. Il avait structuré les contrats. Il possédait la peau sous la peau de l'entreprise. Les parties que l'on ne peut pas voir sur un tableau de capitalisation ou un rapport annuel. Elle ne volait pas un homme. Elle donnait un coup de pied dans un nid de frelons de clauses, de mécanismes, de trusts et de bombes à retardement, pensant que ce n'était qu'une ruche en papier. Et avec ce seul commentaire, la moitié est à moi. Légalement, elle a tiré un fil qui attendait silencieusement quelqu'un comme elle. J'ai passé devant la chambre sans un mot. Elle était trop occupée sur FaceTime, montrant la piscine à une influenceuse qui l'appelait chérie 5 fois en 30 secondes. Elle gloussait comme une adolescente, jetait ses cheveux comme un trophée, et ne m'a même pas remarqué prendre le scotch sur le buffet et disparaître dans le couloir. Mon bureau était le seul endroit de la maison dont elle ne se préoccupait jamais. Elle disait que c'était trop sérieux. Les étagères, le vieux classeur, le tiroir verrouillé qu'elle prétendait ne pas remarquer. Je me suis assis, j'ai allumé la lampe et j'ai ouvert le tiroir du bas. Pas celui avec les reçus ou les stock options ou les œuvres de charité bidon que nous n'avons jamais réclamées. Non, le tiroir en dessous.
Celui dans lequel j'avais installé un faux panneau à l'époque où l'entreprise n'était que 3 gars et un rack de serveurs tenus avec du ruban adhésif et du désespoir. De ce tiroir, j'ai sorti un classeur simple en cuir. Pas d'étiquette, pas de logo, pas de gaufrage fantaisiste, juste la vérité. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais pas touchés depuis des années, mais chaque page était mémorisée. D'abord, les diagrammes, des sociétés écrans imbriqués structurés avec précision, s'étendant sur plusieurs juridictions avec des noms qui ressemblaient à des mots de passe Wi-Fi. Puis les organigrammes de propriété. Comment la propriété intellectuelle n'avait jamais techniquement quitté mon nom? Comment les brevets d'algorithmes étaient tous sous licence, pas vendus? La société grand public n'était qu'une façade. La véritable propriété, elle était enfouie comme un coffre-fort. Des trusts du Nevada, des dépositaires offshore, des accords de licence avec des déclencheurs de renouvellement. Personne ne pouvait trébucher accidentellement sans faire exploser une clause ou deux. Et la clé USB, elle avait l'air ordinaire. Je l'avais achetée dans une station-service il y a des années, mais elle contenait les joyaux de la couronne, des accords de propriété intellectuelle horodatés, tous signés avant même que l'entreprise n'ait une réceptionniste. Des mémos audio, des versions de contrats privés, un mémo de l'architecte juridique original que j'avais engagé qui se spécialisait dans les structures de protection d'abord pour les fondateurs paranoïaques. Il m'avait dit un jour, si elle se retourne contre vous, ne vous battez pas, activez simplement. Je n'ai même pas eu besoin de brancher la clé. Je savais ce qu'il y avait dessus. Chaque accord que ma femme n'avait jamais vu. Chaque clause qui invaliderait ses revendications si elle tentait un jour de les faire valoir. Chaque signature horodatée qui prouvait qu'elle n'avait jamais fait partie de la conversation sur la propriété, seulement du style de vie qui en découlait. Elle pensait avoir épousé un bâtisseur. Elle ne réalisait pas que j'avais cessé de construire il y a des années. Après l'effondrement de la première transaction d'acquisition parce que l'ex-femme d'un quai fondateur avait contesté la répartition des capitaux propres, j'ai fait un vœu, plus de lignes claires. Tout serait stratifié comme une armure. J'ai passé 3 ans et plus en frais juridiques que ce qu'elle a dépensé en sac à main pour structurer cette forteresse. Je suis devenu obsédé par l'indirect. Notre propriété intellectuelle technologique sous licence de la société principale m'est détenue par un véhicule privé. Mon nom est apparu une fois sur un bulletin de salaire. J'ai perçu des honoraires de consultation pendant 2 ans par l'intermédiaire d'une entreprise dans le Wyoming, puis j'ai complètement arrêté une fois la structure de holding achevée. De l'extérieur, j'étais juste un fondateur charismatique avec une mauvaise posture et une histoire décente. Mais derrière chaque photo souriante, chaque scène de TEDx se trouvait une pile de bombes à retardement juridique conçue pour une seule chose. Survivre à la trahison. Ce n'était pas de l'amertume. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était du réalisme. J'avais vu trop d'hommes brillants se faire déchirer au tribunal par des gens qui chuchotaient autrefois « je t'aime » à leur oreille tout en mémorisant leurs identifiants de connexion. Elle n'a jamais posé de questions sur les licences. Jamais demandé pourquoi je n'avais jamais pris de W2. Elle était trop occupée à vivre l'histoire. Elle adorait être la femme du fondateur, les dîners, les conseils d'administration, les interviews où elle pouvait dire nous et notre parcours et notre maison, celle dans laquelle j'avais investi 20 ans. Tandis qu'elle réécrivait notre passé en séance photo, elle se voyait comme la co-architecte, mais elle n'a jamais regardé les plans. Et maintenant, elle entrait dans une zone de guerre construite sur du papier, des clauses et un silence renforcé. Chaque contrat qu'elle n'avait jamais lu était un fil piège. Chaque publication qu'elle faisait était une miette de pain la conduisant droit vers eux. Elle pensait qu'elle divorçait d'un mari. Elle cherchait querelle à un fantôme caché dans une douzaine de LLC. Et j'en avais fini de prétendre que ce n'était pas exactement le plan. Pendant des années, avant même qu'elle ne prononce le mot au divorce, je suis resté pieds nus dans une chambre d'hôtel glacial à Reno, fixant le curseur clignotant sur un formulaire d'admission légale. Il était 2h14 du matin. Mon vol était retardé, et l'hôtel sentait le café éventé et les mauvaises décisions. Je venais de sortir d'une conférence technologique où un panel de WC avait averti une salle pleine de trentenaires arrogants, la menace numéro 1 pour votre entreprise n'est pas un concurrent, c'est la petite amie de votre quai fondateur. Tout le monde a ri. Je n'ai pas ri parce que je ne riais pas quand j'ai vu un ami perdre 2 brevets et une participation dans sa propre entreprise à cause d'une bague de fiançailles mal synchronisée et d'une dispute qui s'est transformée en un cirque d'aliments. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait des recherches.
j'ai appelé un avocat à Las Vegas qui n'a décroché que parce que j'ai utilisé l'expression série LLC et que j'ai laissé tomber un nom de référence qui l'a fait dégriser au milieu de la phrase. Au lever du soleil, j'ai formé les os de ce qui allait devenir mon bouclier, une série LLC du Nevada. Chaque filiale avait son propre pare-feu. L'une détenait l'algorithme original. Une autre détenait le brevet de routage des fournisseurs. Une troisième, complètement séparée, était structurée autour de la licence IP. Aucune d'elles n'était au nom de la société grand public. Aucune n'était traçable en une seule recherche, et chacune d'elles versait des avantages de propriété à un seul trust privé, le mien. Le nom que tout le monde voyait sur les pitch decks. Celui que les médias adoraient. C'était une identité de façade. Je l'ai conçue ainsi. Une coquille légalement distincte, entièrement publique, qui opérait sous des contrats renouvelables et empruntait son autorité à la véritable machinerie enfouie à 5 niveaux plus bas. Pensez-y de cette façon. Elle a épousé le showroom. Je vivais au sous-sol où les schémas étaient cachés. Elle était là pour la photo de presse lorsque nous avons ouvert notre deuxième campus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le terrain n'appartenait pas à l'entreprise. Il appartenait à une LLC immobilière privée que j'avais formée avec le Trust IP comme bénéficiaire. L'entreprise payait un loyer à la holding qui versait des dividendes à un trust aveugle. Ce trust me versait une allocation de consultant techniquement indépendante de toute classification d'employés salariés. Donc non, je n'étais pas sur la liste de paie. Je ne l'avais jamais été. Et quand je dis sous licence de ma part, je veux dire exactement cela, chaque ligne de code, chaque outil interne, chaque pièce de technologie fournisseur, y compris le modèle de routage IA dont elle se vantait lors des fêtes. Tout cela provenait d'un dépôt de développement privé que j'ai maintenu pendant plus d'une décennie. Avant même que la société publique n'existe, j'avais déjà déposé des brevets provisoires et structuré un système de licence à libération temporelle. Et voici le point essentiel. Chaque accord de licence contenait des clauses de caducité. Ce qui signifie qu'en cas de divorce, de litige civil ou de réclamation publique impliquant soit l'entreprise, soit moi-même, la licence pouvait être révoquée à volonté, non annulée, mais révoquée rétroactivement et automatiquement, en attendant l'arbitrage, qui serait traité non pas devant un tribunal public, mais au Delaware, à huis clos sous l'autorité de l'entité privée d'origine. Elle ne serait même pas autorisée à entrer dans la pièce. C'était ça, le génie. Plus on regardait, plus ça devenait flou. Elle pouvait demander tous les dossiers d'employés qu'elle voulait. Elle ne trouverait rien. Elle pouvait exiger les tables de capitalisation, les contrats d'employés, même les emails RH. Je ne vivais pas dans ces fichiers. Je vivais en dehors d'eux. J'étais le fantôme de l'infrastructure. La vérité, c'est que je ne m'attendais jamais à devoir l'utiliser. Quand je l'ai construit, je croyais encore en nous. Je pensais encore qu'elle voudrait peut-être la vie, pas le levier. Mais ensuite sont venues les fêtes, la nouvelle garde-robe, le passage de « Comment va l'équipe ?» à « Avons-nous l'air plus riche que le couple d'accent grave côté ?» Je l'ai regardé se transformer lentement de partenaire en parasite. Pas d'un coup, juste 1000 petites recalibrations, 1000 moments de « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Je suis resté silencieux, j'ai joué le mari aimant, je l'ai laissé croire que j'étais juste un brillant singe codeur qui avait eu de la chance, que notre vie était construite sur une vision partagée, qu'elle pouvait crier « La moitié est à moi » au vent et que cela ne reviendrait pas comme une assignation. Mais en vérité, chaque fois qu'elle souriait pour une photo dans notre maison, elle se tenait devant un mur loué. Chaque dîner d'entreprise qu'elle organisait était facturé à une carte appartenant à un compte fictif. Et chaque fois qu'elle claquait des talons dans le hall vitré comme une reine inspectant sa cour, elle marchait sur des sols payés par un homme qui avait disparu des livres avant que l'encre ne soit sèche. Elle pensait qu'elle était assise sur le trône. Elle n'a pas vu la trappe sous ses pieds. Elle n'a pas appelé d'abord. N'a pas envoyé de SMS. N'a même pas laissé de mots sur le comptoir en marbre qu'elle m'avait un jour fait arracher parce qu'il n'était pas assez photogénique. Non, elle a envoyé un huissier, un jeune homme de 20 ans, suffisant et trop habillé, qui est arrivé au portail du vignoble comme s'il s'agissait d'une première de film. 2 fourgonnettes de paparazzi attendaient déjà au bord de la route. Quelqu'un les avait prévenus, j'imagine. Peut-être son coiffeur. Peut-être sa nouvelle meilleure amie du Pilate qui suit accidentellement plus d'avocats de divorce que de marques de mode. Quoi qu'il en soit, l'enveloppe est arrivée en main propre, épaisse, blanche, parfumée, comme si elle pensait que cela devait sentir la victoire. J'ai regardé depuis la fenêtre de mon bureau à l'étage lorsque l'interphone du portail a sonné. Elena,
notre gérante de domaine, a décroché. J'ai entendu sa voix sèche à travers le haut-parleur du couloir. Monsieur Finton, il y a quelqu'un ici avec des documents à vous faire signer. Bien sûr qu'il y en a. J'ai descendu le long couloir, j'ai ouvert la porte d'entrée moi-même, et je suis resté là en silence pendant que le gamin disait « Livraison de Monsieur Thomas Finton, vous avez été signifié ». Il a essayé de paraître dur, comme s'il me tendait une grenade. J'ai pris le paquet, j'ai hoché la tête et j'ai fermé la porte. Aucune expression, pas de théâtralité. Puis je suis allé directement à mon bureau. Je ne me suis même pas assis, j'ai juste posé l'enveloppe sur le scanner, j'ai fermé le couvercle, appuyé sur le bouton et j'ai attendu. La machine a ronronné, cliquant image par image, rendant chaque mot numérique et permanent. Je l'ai enregistré comme un seul fichier. Pas de modification. J'ai nommé le dossier clause 17B activé et j'ai déposé le PDF à l'intérieur. Puis je me suis penché en arrière et j'ai fixé le mur parce que voici ce que personne n'a dit à son avocat et ce qu'elle n'a jamais pris la peine de demander. Il y a 4 ans, enfoui dans le contrat de licence IP original entre le trust de holding principal et la société grand public, se trouvait une clause obscure, ennuyeuse, nichée sous les termes de renouvellement et les procédures d'arbitrage. La clause 17B. Toute réclamation légale ou litigieuse déposée par une partie liée contre le titulaire de la licence principale constituera une violation immédiate entraînant la révocation automatique des privilèges d'utilisation partagée, de l'accès aux données et des communications internes de l'entreprise, rétroactivement à la date de dépôt. Traduction, elle venait de détruire son propre accès. Et son avocat, avec son assurance de tribunal et son haleine confiante au café, n'en avait absolument aucune idée. L'ironie. Je l'avais prévenu, pas directement, mais une fois lors d'un de nos débats nocturnes autour d'un verre de vin, à l'époque où nous nous parlions encore comme des partenaires, elle avait demandé ce qui se passerait si un procès venait de l'intérieur de la maison. Je lui avais dit en plaisantant, tu ferais mieux d'espérer que non. Les licences ne sont pas très amicales. Elle avait ri. Elle pensait que je parlais de pénalités. Elle n'avait pas compris que les pénalités étaient automatisées, préprogrammées, silencieuses. Qu'une fois qu'elle aurait signé son nom et soumis ce dépôt, le système s'occuperait du reste sans que j'aie jamais besoin de lever un stylo. Pas de mot de passe, pas d'approbation, juste la détonation d'un fil piège. Et maintenant qu'elle avait appuyé sur la gâchette, toute la matrice de sécurité construite à travers 5 États et 3 pays était déjà en train de s'ajuster. Sa connexion à l'entreprise signalée. Son accès au cloud programmé pour être purgé. Son badge d'accès au bâtiment reclassifié comme inactif. Les canaux de communication interne révoquant les autorisations en temps réel. Même la connexion Slack de son assistante, liée à ces autorisations, serait coupée à minuit. Ce n'était pas personnel. C'était de l'architecture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas appelé mon avocat. Il savait déjà. Nous avions prévu cela il y a des années. Bon sang, le nom du dossier de la clause n'avait pas changé depuis que je l'avais créé. Il attendait. Ce qu'elle a déposé n'était pas un divorce. C'était le code de lancement. Elle pensait qu'elle allait au tribunal pour une séparation. Elle ne savait pas qu'elle empiétait sur un accord de licence privée. Un qu'elle n'avait jamais lu, jamais demandé, et n'avait jamais imaginé qui pourrait frapper plus fort qu'un contrat de mariage. Et au moment où sa signature a frappé le registre, tout ce qu'elle pensait avoir revendiqué a commencé à lui échapper, non pas avec du drame, mais avec un silence juridique sourd. Le genre de silence sur lequel on ne peut pas crier. 2 jours après le dépôt, elle est arrivée au bureau dans sa voiture blanche, la même qu'elle avait insisté pour commander entièrement équipée afin de faire bonne figure lors des sommets de leadership auxquels elle n'était jamais réellement invitée. Elle s'est garée sur la place réservée aux fondateurs, ce qu'elle n'était bien sûr pas, et a traversé le poste de sécurité sans contact visuel. Elle portait son blazer fétiche, le rouge qu'elle gardait pour les dîners d'investisseurs et les simulations de conférences telles qu'elle pratiquait devant le miroir. Ses talons claquaient sur le carrelage du hall comme des coups de feu. Elle a agité son badge devant les portes vitrées. Rien. Pas de lumière verte, pas de bourdonnement, pas de son de bienvenue, juste un flash rouge et un bip bip discret comme un haussement d'épaule numérique. Elle a froncé les sourcils et a réessayé. Un autre flash rouge. La réceptionniste, une nouvelle, à peine 25 ans, a levé les yeux, confuse mais calme. Je suis désolée, madame. Vous n'êtes pas dans le système. Elle a souri d'un air suffisant. C'est ridicule. Je suis madame Finton.
C'est mon entreprise. La réceptionniste n'a pas scié. Je suis désolé. Vous n'êtes pas non plus inscrite comme visiteuse. Si vous le souhaitez, je peux appeler quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'un foutu accompagnateur, a-t-elle claqué. J'ai aidé à construire cet endroit. La réceptionniste n'a pas discuté. Elle a juste décroché le téléphone et a demandé si les services généraux voulaient s'occuper d'elle directement. Ils n'ont pas voulu. Ce fut la première fissure. Elle a essayé d'appeler Chris, le vice-président des opérations, le même à qui elle avait un jour demandé de reconfigurer l'étage exécutif pour que son côté du bâtiment soit plus esthétiquement aligné avec sa marque. Directement sur la messagerie vocale. Ensuite, elle a appelé son avocat. C'est exactement le genre de tactique d'intimidation que nous attendions, a-t-il dit. Suffisant. Laissez-les jouer dur. Nous déposerons une requête d'accès d'urgence. Elle aimait cette urgence. Cela lui donnait l'impression d'être la victime d'une émission qu'elle dirigeait. Mais à midi, ses appareils ont commencé à mal fonctionner. D'abord, son ordinateur portable. Dès qu'elle s'est connectée au tableau de bord interne, code d'erreur, compte désactivé. Elle a essayé d'accéder aux notes archivées. Disparu. Elle est allée sur Slack, son profil avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Puis le disque cloud. Elle a rafraîchi. Vide. Dossier disparu. Accès révoqué. La présentation sur laquelle elle travaillait pour l'événement Wine & Tech Crossover à venir a été remplacée par un message système, accès refusé. Utilisateur non reconnu. Elle a vérifié son téléphone. L'email professionnel qu'elle avait transféré vers sa boîte de réception privée était bloqué. Tous les fils de discussion archivés. Supprimés automatiquement. Elle a appelé directement. Bonjour, c'est Émilie Finton. Désolé, nous ne pouvons pas confirmer les détails d'un employé sans un badge d'identification valide. Je suis Émilie Finton. Je suis désolé, madame. Vous devrez parler au RH. Mais les RH avaient déjà des instructions. Des instructions silencieuses. Préparées depuis longtemps. Au moment où la clause 17b a été déclenchée, les outils de conformité interne se sont activés, les listes d'accès ont été mises à jour, les pistes d'audit verrouillées, ces identifiants signalés comme terminés avec préjudice, une désignation interne utilisée pour les acteurs hostiles ou les parties en rupture de contrat. Elle n'était pas la femme d'un quai fondateur. Elle était un risque de sécurité. Elle était assise à l'avant de sa voiture, les doigts tremblants alors qu'elle rafraîchissait son écran encore et encore, essayant de se connecter à quelque chose, n'importe quoi qui lui donnerait une prise. Et toujours rien. Elle a envoyé un SMS à son assistante, Emily Junior, parce que oui, elle avait renommé son assistante Junior comme une blague de marque, mais le SMS n'est pas passé. Bulle verte non enregistrée. Le numéro de son assistante avait été effacé de l'annuaire téléphonique interne. Même sa signature électronique avait disparu des réponses récentes. Elle a vérifié l'annuaire de l'entreprise en ligne. Aucune mention d'elle, pas même en tant que conseillère du conseil d'administration. Sa biographie avait été remplacée par un espace réservé vide. Elle était maintenant une ancienne contributrice. Elle ne comprenait pas. Comment pouvait-elle être exclue de quelque chose qu'elle avait aidé à présenter, promouvoir, sourire pour, saluer? Elle ne savait pas que chaque email qu'elle avait envoyé depuis son adresse professionnelle était techniquement acheminé via un serveur tiers sous le parapluie de la licence IP. Elle ne savait pas que les photos sur le site web étaient sous une licence d'utilisation de marque. Et cette licence avait expiré au moment où son dépôt légal avait été horodaté. Et elle ne savait certainement pas que toutes les traces de son accès avaient été cartographiées, programmées et planifiées pour disparaître 2 jours ouvrables après que les conditions de déclenchement aient été remplies. Elle pensait qu'elle était punie. Elle ne comprenait pas que ce n'était pas personnel. C'était la machine qui éteignait un terminal compromis. Et pour la première fois, sa colère céda la place à autre chose. Non pas la confusion, non pas la frustration, mais la peur. Le genre de peur qui s'installe quand on réalise qu'on a empiété sur un monde qui n'a jamais été le nôtre. Et maintenant, les murs se replient vers l'intérieur. Pas fort, pas vite, mais méthodiquement, sans aucune issue. 3 semaines plus tard, elle fit son entrée au tribunal comme s'il s'agissait d'une fête de lancement. Coiffure impeccable, costume de créateur avec pochette assortie. Même sa démarche était différente. Théâtrale, déterminée. Son équipe juridique la flanquait comme une escorte présidentielle,
tous costumes sombres et efficacité arrogante. Le chef de file, maître Martin Kell, associé d'un cabinet si cher qu'il facturait l'eau, a même ri en jetant un coup d'œil au rôle. Ce sera réglé en 1 heure, dit-il à l'un des associés, assez fort pour que cela résonne dans le couloir. Elle sourit d'un air suffisant, comme si elle le croyait. Sa confiance était chirurgicale. Elle salua l'huissier comme une habituée, croisa les jambes avec élégance en s'asseyant à la table de la demanderesse. Elle sortit un bloc-notes en cuir élégant, cliqua sur son stylo Mont Blanc et se pencha pour chuchoter quelque chose de répété à Kell, qui gloussa en réponse. Elle balaya la salle du regard, s'attendant clairement à ce que j'arrive avec un praticien solitaire surmené, tâtonnant avec un dossier en papier craft plein d'espoir. Mais je ne suis pas arrivé en retard. J'étais déjà assis. Le même costume gris que j'avais porté à la réception de l'hippo. La même montre noire, le même silence. Mon avocate, maître Caroline Dunn, n'était pas bruyante. Ne souriait pas. Ne serrait pas la main. Elle ne portait qu'un seul objet, une enveloppe bleu marine scellée, de taille juridique standard, non marquée sauf pour une date imprimée à l'encre argentée sur le rabat. Le juge entra. Tout le monde se leva. Ma femme, toujours légalement, ajusta son col comme si elle se préparait pour une couverture de magazine. Le juge appela l'affaire. Fanton contre Fanton. Il hocha la tête pour les déclarations préliminaires. Kell se leva, posture parfaite. Votre honneur, il s'agit d'une simple question de répartition équitable. Notre cliente était une partenaire essentielle. Essentielle ? Le juge l'interrompit, levant un sourcil. Kell hocha la tête avec confiance. Du développement du ménage et de l'entreprise. Notre demande vise 50% des capitaux propres acquis pendant le mariage, y compris les actifs issus de la récente IPO du groupe Fanton Entreprises. Quel groupe d'entreprise ? Mon avocate demanda tranquillement. Kell cligna des yeux. L'entreprise de logistique grand public, celle dont la valeur est maintenant 2. Caroline se leva. Pas de discours, pas de théâtralité. Elle se dirigea simplement vers le banc et tendit l'enveloppe. Le juge la prit, l'ouvrit et commença à feuilleter. Premièrement, des certificats de propriété de trust notariés datant de 7 ans avant l'IPO. Deuxièmement, des accords de licence entre le trust IP principal et la société d'exploitation, tous avec un statut de renouvellement actif et des clauses de rupture, y compris la 17B. Troisièmement, des audits d'évaluation indépendants de 2 des 4 grandes firmes, confirmant que la propriété intellectuelle de l'entreprise était détenue en privé et simplement louée à l'entité qui est devenue publique. Quatrièmement, une clé USB. Le juge la glissa dans un port latéral de son terminal, cliqua sur un fichier, et un diaporama de capture d'écran des médias sociaux apparut. Chaque publication où elle revendiquait la propriété, affirmait publiquement, se vantait de ce que j'avais aidé à construire, et le plus accablant, la moitié est à moi. Légalement un poste daté, géolocalisé, légendé avec des hashtags renvoyant à la marque de l'entreprise. Kell l'interrompit. Votre honneur, nous contestons l'applicabilité de cette clause. Quelle clause ? Demanda le juge sans lever les yeux. La clause 17B, votre honneur. Le juge fit enfin une pause, ajusta ses lunettes et dit, la clause qui annule l'accès partagé et supprime les revendications de bénéfices pour toute partie qui intente une action adverse tout en utilisant des actifs sous licence. Cette clause. La bouche de Kell s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le juge cliqua sur la page suivante. Une note de conformité signée par les rédacteurs originaux de la licence stipulant en termes clairs, la clause 17B s'active automatiquement lors du dépôt légal. Les actifs reviennent, l'accès se dissout, et toute réclamation faite tout en utilisant les 10 actifs peut constituer une rupture, et non un droit. Il se tourna vers Kell. Vous réalisez que cette clause a des précédents ? Elle a été confirmée 2 fois par la Cour fédérale. Vous n'avez pas pensé à faire des recherches là-dessus ? De son côté de la table, elle bougea légèrement, comme si sa colonne vertébrale commençait à sentir la fissure se former à sa base. Kell marmonna quelque chose à propos de l'interprétation et de l'intention, mais personne n'écoutait plus. Caroline resta assise, les mains jointes, sans même me regarder. L'enveloppe disait tout. Le juge feuilleta la dernière pièce à conviction, une copie de sa signature notariée sur les documents de rénovation du domaine, qui comprenait une petite clause concernant l'accord de licence IP comme une exception de dépenses ménagères, confirmant ainsi qu'elle savait que la marque était louée, non possédée. Ses initiales étaient là, 2 fois.
Je me suis penché en arrière, non pas suffisant, non pas jubilant, juste immobile, parce que je n'avais pas besoin de gagner. J'avais déjà gagné avant qu'elle ne dépose la plainte. Et maintenant, elle commençait à réaliser que ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas un règlement. C'était une exécution silencieuse de papier qu'elle n'avait jamais compris. Et chaque sourire qu'elle avait affiché sur les réseaux sociaux était maintenant la pièce à. Dans sa disqualification, les yeux du juge parcourent les dernières pages de l'enveloppe comme un homme lisant une histoire dont il connaissait déjà la fin. Il ajusta ses lunettes, se pencha légèrement en arrière et laissa le papier reposer sur le banc devant lui. La salle était silencieuse, l'air épais du genre de silence qui ne vient pas du manque de son, mais de l'écrasement lent et inévitable d'une confiance mal placée. Puis il parla calmement, presque de manière conversationnelle. « Madame, comprenez-vous la nature de la clause 17b » Elle cligna des yeux. C'était la première fois dans toute cette performance que son sourire ne savait pas quoi faire de lui-même. Elle ouvrit légèrement la bouche, puis regarda Kell, son avocat. Il bougea sur sa chaise, toussa et redressa sa cravate comme si cela pouvait lui donner la réponse. « Votre honneur, commença-t-il. Nous pensons que cette clause est inapplicable en raison de la nature des capitaux propres matrimoniaux et de l'accumulation d'actifs conjoints. Il s'agit d'une procédure de divorce, pas d'un arbitrage d'entreprise. » Le juge leva une seule main, non pas avec colère, non pas bruyamment, juste assez pour faire taire la salle. « Conseiller, dit-il lentement. Cette clause a déjà été testée et confirmée 2 fois par la Cour fédérale. Dans les 2 cas, le tribunal a estimé que les parties qui utilisaient le statut matrimonial partagé pour enfreindre les protections de licence IP perdaient à la fois l'accès et le droit à la revendication équitable. Vous avez bien lu les dossiers de jurisprudence, n'est-ce pas? La bouche de Kell se crispa. Nous les avons interprétés comme contextuellement spécifiques. Ah, dit le juge, sont-on maintenant aussi neutre qu'une lame de guillotine? Donc, vous êtes venu devant ma cour en interprétant le précédent fédéral comme facultatif. Il regarda de nouveau les documents et tourna une autre page. Il y a aussi la question des admissions publiques de votre cliente. Plusieurs d'entre elles sous ses comptes de médias sociaux vérifiés, taguant la marque de l'entreprise sous licence tout en faisant des revendications de propriété. Cela compte, conseiller. Cela compte beaucoup. Elle bougea à nouveau sur sa chaise. Sa main se porta à son collier, celui en or qu'elle avait acheté après l'annonce de la série. Elle le tordit 1 fois, 2 fois, puis s'arrêta quand elle réalisa qu'elle attirait l'attention. Son visage avait pâli de 2 tons, et la confiance qu'elle portait comme un parfum s'était évaporée en quelque chose de plus froid. Déranger ne suffisait même pas. Elle se défaisait tranquillement en interne, comme un sac à main de créateur laissé sous la pluie. « Votre honneur, dit-elle finalement, sa voix trop aiguë, trop haletante. Sûrement, il ne s'agit pas d'une clause cachée dans un contrat que je n'ai même pas signé. » Le juge la regarda droit dans les yeux. « Vous avez signé plusieurs documents faisant référence à la structure de licence, y compris des divulgations jointes à vos propres dossiers de rénovation de domaine, et vous avez bénéficié financièrement, personnellement et en termes de réputation de ces actifs sous licence. Cela compte plus que vous ne le pensez. » Je n'ai jamais compris les détails, murmura-t-elle, cherchant la pitié, un avantage, quelque chose. Ce n'est pas une défense, dit le juge calmement. Qu'elle tenta d'intervenir à nouveau. Nous pensons. Le juge ne le laissa pas finir. Ce n'est pas une procédure basée sur des croyances, conseiller. Vous n'êtes pas ici pour débattre de théologie. Vous êtes ici pour expliquer pourquoi votre cliente a déposé une réclamation adverse directe tout en bénéficiant activement d'actifs sous licence qui sont revenus à leur propriétaire au moment même où elle l'a fait. Je vous suggère de procéder très prudemment. Pour la première fois, Kell ne répondit pas. La salle d'audience, quelques instants plus tôt, une scène de posture et de bravade polie, était devenue une chambre de pression. Chaque seconde résonnait plus fort que la précédente. Ses yeux volaient entre les pièces à conviction, le visage du juge, l'enveloppe sur le banc. Je pouvais voir que cela commençait enfin à s'enregistrer. Pas les mécanismes juridiques. Ceux-ci étaient encore flous pour elle. Non, ce qui s'enregistrait était plus simple, plus net. Le contrôle avait disparu. Le récit, celui où elle était à moitié propriétaire, à moitié victime, moitié de tout, s'était effondré sous la seule chose qu'elle n'avait jamais prise au sérieux, la structure. Je ne bougeais pas, ne sciais pas. Je la regardais juste perdre de l'altitude. Elle était entrée au tribunal pour diviser un empire et réalisait maintenant,
douloureusement et publiquement, qu'elle n'y avait jamais été, seulement autour, seulement assez proche pour emprunter l'éclat, mais jamais autorisée à tenir le flambeau. Et dans cette salle d'audience, à chaque mot du juge réduisant ses revendications à des nerfs à vif, elle apprenait la même leçon que tout prétentieux finit par apprendre, il n'y a pas de couronne pour quelqu'un qui n'a jamais touché le trône. Il a fallu moins de 90 minutes pour que sa confiance disparaisse. Maintenant, avec la patience du juge s'amenuisant et les documents faisant tous les dégâts, qu'elle fit ce que les avocats acculés font toujours quand la loi cesse d'être conciliante. Il pivota vers le venin. Nous affirmons, commença-t-il, sa voix maintenant plus perçante, plus animée, que l'intimé s'est intentionnellement engagé dans une structuration trompeuse, que le réseau de sociétés écrans, de fiducies et d'actifs délocalisés de l'entreprise a été construit dans le but exprès de priver notre cliente de sa juste part. Ce n'était pas une stratégie commerciale. C'était une manipulation matrimoniale. Cela frise la fraude. Il prononça le mot fraude comme s'il s'agissait d'une grenade lancée à travers la salle d'audience avec l'espoir désespéré qu'elle explose en sympathie. Caroline ne s'y a même pas. Elle tendit la main dans sa mallette en cuir. Pas de fermetures éclairs, pas de boucle, juste un simple fermoir magnétique silencieux et en sortit un dernier dossier. Pas de théâtralité, juste un glissement calme sur la table jusqu'au banc. Le juge l'ouvrit. Lut. S'arrêta. Lut à nouveau. Et c'est là que tout s'est terminé. Parce que ce que qu'elle, et plus important encore, ce qu'elle avait oublié dans leur précipitation à me dépeindre comme le méchant silencieux, était ceci, le contrat de mariage signé, reconnu et daté 3 ans avant même que l'entreprise n'ait un produit, encore moins une évaluation. Tout était là, propre, clair, témoigné, notarié. La divulgation financière prénuptiale était exhaustive, jusqu'au dernier dollar de mon compte de courtage et les demandes de propriété intellectuelle que j'avais déposées quand j'écrivais encore du code dans le sous-sol de mes parents. Elle avait tout signé, souriante, ivre d'amour, pensant probablement qu'elle me rendait service. Et maintenant, c'était la guillotine qu'elle m'avait tendue il y a des années. Lame polie, mécanisme huilé, gâchette armée. Le juge tourna la page, puis leva les yeux vers qu'elle avec toute la compassion d'un homme qui coche une case. À moins que vous n'alléguiez un faux, ce document exclut presque toutes les réclamations de vos clients. Il décrit la structure de la licence. Il identifie les bénéficiaires de la fiducie. Il énumère même les noms des entités, dont certaines que vous venez d'accuser l'intimé de cacher. Si elle ne les a pas compris, elle aurait dû demander. Qu'elle s'assit, silencieux. Ses mains serraient la table comme un homme essayant de ne pas vomir. Elle se leva, sa chaise raclant violemment le sol poli. Ses doigts tremblaient alors qu'elle me désignait de l'autre côté de la pièce. Vous pensez que vous allez vous en sortir indemne, siffla-t-elle, sa voix basse et gutturale. Vous pensez que vous allez simplement disparaître avec tout ce que nous avons construit comme si je n'avais jamais été là. Je ne répondis pas, je la regardais simplement. Ce même regard plat et illisible que j'avais maîtrisé dans la salle de conférence. Celui qui dit, vous avez déjà perdu. Je ne vous ai juste pas encore dit où. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Rien qui vaille la peine de répondre. Elle ne discutait plus de l'équité. Elle se débattait dans une salle d'audience qu'elle croyait sienne. Pour découvrir que chaque centimètre carré avait été arpenté, cartographié et exploité par moi des années avant même qu'elle ne comprenne ce que signifiait la série LLC. Sa colère n'était pas à propos de l'argent. Pas vraiment. C'était à propos de l'humiliation. Elle se croyait intelligente. Pensait qu'elle pouvait poster de petites piques en ligne, déposer une plainte avec des caméras qui la regardaient, entrer au tribunal avec une coupe de cheveux à $600 et repartir avec un chèque. Au lieu de cela, elle saignait. Non pas de blessures visibles, mais de chaque contrat qu'elle n'avait jamais lu, de chaque clause qu'elle avait ignorée, de chaque conversation précoce qu'elle avait rejetée comme des trucs de fondateurs ennuyeux. Elle me regarda comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Et peut-être que non, parce que l'homme qu'elle avait épousé lui avait offert le luxe, la sécurité, les feux de la rampe. Mais l'homme devant elle maintenant, il était l'architecte de son silence. Et il ne tendait pas la main. Il la regardait s'enfoncer parce qu'elle avait choisi la marée. Les semaines s'écoulaient comme de l'encre renversée. Elle n'a pas posé pour les 3 premiers jours après le tribunal, attendant probablement un mouvement miracle ou une erreur juridique qui aurait jeté toute l'affaire dans le chaos et lui aurait donné la victoire qu'elle pensait mériter. Mais cela n'est pas venu. Rien n'est venu. Et le silence, pour une femme qui arrangeait sa vie comme un catalogue de luxe,
était le verdict le plus bruyant de tous. Le 4e jour, la campagne de pitié a commencé. Son Instagram s'est réveillé non pas avec des tintements de champagne ou des photos en peignoir de marque, mais avec des légendes vagues sur des selfies mélancoliques. Certaines choses ne sont pas justes, mais le karma trouve toujours son chemin. Une bougie, un verre de vin, l'éclairage soigneusement choisi de quelqu'un qui essaie d'avoir l'air fort dans la tempête. Elle a posté une photo d'elle-même enveloppée dans un plaid sur une chaise de patio. Se réinitialiser, se recentrer, se réapproprier. Mais personne ne s'en souciait. Les commentaires n'étaient pas ce à quoi elle s'attendait. Pas de sororité, pas d'armée d'amis en colère, juste le silence. Ou pire, la curiosité masquée en gentillesse. Attendez, vous n'avez pas dit que l'entreprise était aussi la vôtre? Il n'a pas construit ça seul? Pourquoi votre avocat a-t-il abandonné l'affaire? Parce qu'il l'avait fait officiellement. J'ai reçu la notification par email. Le conseil de la requérante a déposé une demande de retrait de représentation en raison d'un conflit de direction irréconciliable. Traduction, même qu'elle savait que le navire coulait et qu'il n'était pas assez payé pour couler avec lui. Elle a essayé de contacter des investisseurs dont elle se vantait de connaître les noms, des dîners qu'elle avait organisés. Des fondateurs qu'elle appelait autrefois notre cercle intime. Personne n'a pris ses appels. L'un d'eux m'a même envoyé un SMS directement. Elle essaie de vous joindre. Devrions-nous nous inquiéter? Je lui ai dit non. Il n'y avait plus rien à craindre. Son plan de secours, si elle en avait un, était bâti sur un éclat emprunté. Sa valeur était la proximité. Et maintenant, cette proximité s'était évaporée. Personne ne veut parier sur une personne dont la dernière une impliquait un juge riant au tribunal et des clauses juridiques qui effaçaient sa crédibilité. Elle a essayé d'organiser un brunch privé pour réinitialiser le récit. A privatisé un café sur le toit, invité une douzaine de femmes du cercle du bien-être et de la crypto dans lequel elle s'adonnait. Seules 3 sont venues. Une est partie après 10 minutes. Les 2 autres sont restées assez longtemps pour poster un selfie, puis ont tagué un emplacement complètement différent dans leurs stories. L'image compte. En coulisses, ça devenait plus laid. La comptable qu'elle utilisait pour optimiser ses dépenses privées a commencé à poser des questions. Apparemment, les transferts qu'elle avait effectués depuis certains comptes partagés vers des entreprises de marketing avaient été signalés après que l'affaire soit devenue publique. Ces déclarations fiscales ont été signalées. Une enquête a commencé. Pas criminelle, pas encore, mais suffisante pour envoyer des lettres d'avertissement. Assez pour geler une de ses lignes de liquidité. Elle a essayé de retourner au vignoble. Les portes ne se sont pas ouvertes parce que le vignoble était sous une fiducie, la même fiducie qu'elle avait signée il y a 5 ans en échange d'un accès anticipé à un actif héritage, comme elle l'appelait à l'époque. Elle avait échangé ses droits à long terme contre un style de vie à court terme. Et maintenant que ce style de vie avait disparu, la maison, qui n'était pas la sienne, louée par l'intermédiaire d'une société holding comme un actif temporaire à occupation tournante avec une clause qui donnait à l'entité holding le droit de réaffecter ou de récupérer la propriété à la fin de chaque trimestre fiscal. Ce trimestre était terminé. Elle est rentrée un après-midi pour trouver des déménageurs emballant les meubles, non pas avec malveillance, juste selon le protocole. Le nouveau locataire, un jeune cadre d'une de mes entreprises partenaires, se relocalisant temporairement, le bail avait déjà été transféré. Elle a essayé de discuter avec le chef d'équipe. Il lui a montré les papiers. Elle n'était listée nulle part. Elle a fait une dernière publication après cela. Pas de photos, pas de tag, juste du texte noir sur fond blanc. Faites attention avec qui vous construisez. Il pourrait vous enterrer sous les fondations. Je n'ai pas répondu. Personne d'autre non plus. Elle n'a pas reçu de message de soutien. Elle a reçu des captures d'écran. Le genre de capture d'écran dont les gens chuchotent lors des dîners, se les passent dans les chats de groupe, les dissèquent et les commentent. Elle n'était plus une icône du style de vie. Elle était une histoire édifiante. Et le pire, elle ne comprenait toujours pas que l'empire qu'elle pensait lui être dû, celui dans lequel elle posait, celui qu'elle hashtaguait, celui dans lequel elle portait des toasts dans des flûtes qu'elle n'avait jamais payées, n'avait jamais été construit pour elle. Il avait été construit autour d'elle, conçu pour paraître inclusif. Jusqu'au moment où il ne l'était plus. Et maintenant, tout ce qui restait de son royaume était le son du silence des mêmes personnes qui demandaient autrefois des faveurs, des invitations, des parrainages. Le silence et un dossier plein de captures d'écran qu'elle ne pouvait pas encaisser.
Elle ne ressemblait en rien à la femme qui était entrée à cette première audience. Les brushings avaient disparu. Les ongles écaillés. Le blazer de créateur avait été troqué contre un cardigan gris qui pendait sur elle comme une reddition. Ses yeux étaient injectés de sang. Non pas de pleurs. Non, elle était trop fière pour montrer cela, mais de pur épuisement, de fatigue juridique, de silence public, d'effondrement privé. La galerie était à moitié vide maintenant. Pas de presse. Pas de fille du brunch avec des lunettes de soleil faisant semblant d'être un soutien émotionnel. Juste elle, son nouvel avocat commis d'office, un jeune homme qui semblait avoir passé le bar il y a 6 minutes. Et moi, assis exactement où je l'avais toujours été. Deuxième rangée, même posture, même expression. Le juge est entré comme s'il avait quelque chose de mieux à faire, ce qu'il avait probablement. Il a jeté un coup d'œil à la pile de documents de clôture que Caroline avait soumis la semaine dernière. Une compilation finale des structures de propriété, des valorisations et des clauses révisées déclenchées après le dépôt. Un dossier lié par un ruban avec l'élégance terne d'une destruction silencieuse. Il l'a ouvert, l'a parcouru quelques instants, puis s'est arrêté et a gloussé, non pas bruyamment, non pas cruellement, juste un rire silencieux, involontaire, comme quelque chose de trop absurde pour ne pas être enregistré. « Madame, dit-il, sans lever les yeux encore. Je lis ici un résumé qui contredit clairement la base de votre réclamation financière. Il stipule, et je cite, « L'intimé n'a à aucun moment été salarié, contracté ou autrement employé par l'entité en question. » Elle cligna lentement des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Elle ne comprenait pas encore. Le juge leva les yeux maintenant, droit sur elle. Il ne travaille pas pour l'entreprise. Elle ouvrit la bouche pour s'objecter, pour protester, pour dire oui. Mais c'est le fondateur. C'est le visage, le nom, l'empire. Il continua, il la possède en privé via plusieurs véhicules irrévocables. L'entité d'exploitation contre laquelle vous avez déposé une plainte n'est pas la source de sa richesse. C'est simplement un locataire. Votre demande est fondée sur une rémunération basée sur un emploi présumé, mais il n'est pas et n'a jamais été un employé. Son avocat, ou quelle que soit la remplaçante à prix réduit qu'elle pouvait se permettre après le départ de Kell, laissa tomber son stylo, il roula du bureau et tomba au sol. Personne ne se pencha pour le ramasser. Elle resta là, immobile, comme si elle avait cessé de respirer juste pour retarder le moment où les mots la frapperaient pleinement. Parce que ce n'était pas seulement une perte. C'était un rasoir. Cela signifiait que la division des actifs matrimoniaux n'incluait pas l'entreprise. Cela signifiait qu'elle n'avait aucun droit aux capitaux propres, aucune raison de poursuivre en justice, aucun levier pour un règlement, aucune image publique à menacer. Tout ce qu'elle avait affiché en ligne, chaque publication, chaque verre de vin, chaque légende nous avons construit ça ensemble avait été un costume emprunté porté à un bal masqué d'une autre personne. Et maintenant, l'hôte avait allumé les lumières. Je me suis levé, sans sourire, sans mots, juste un petit ajustement de la manche de ma veste et un hochement de tête à Caroline, qui n'avait même pas pris la peine de faire ses bagages. Elle savait que je ne reviendrais pas. La porte grinça faiblement en sortant, non pas de manière dramatique, juste assez pour qu'elle entende le dernier son de mon départ. Elle ne me regarda pas. Elle ne m'appela pas. Elle regarda juste devant elle, les yeux vitreux, les lèvres se serrant en une ligne si plate qu'elle aurait pu être une cicatrice. Elle avait voulu un spectacle, une guerre, un spectacle. Ce qu'elle a obtenu, c'est une suppression nette. Pas de feu d'artifice, pas de gros titres, juste un dossier juridique, qu'elle ne pourra jamais réécrire, effacer ou recadrer. Parce que lorsqu'elle l'a rendu public, elle a supposé que l'histoire suivrait son scénario. Mais je n'agissais pas. J'exécutais. Et maintenant c'est permanent.